autrement dit la Légion. Elle est engagée sur tous les fronts, elle s'enfonce comme les autres corps dans l'innommable bout des tranchées, elle monte en ligne, elle en descend, elle a ses morts, beaucoup de morts, 157 officiers, 5172 légionnaires. Elle se repose aussi à l'arrière. Ils l'ont mérité, non? Ici, ils sont en Alsace. Ah, voici de nouveau les képis blancs. Vous vous êtes peut-être étonné de ne pas en avoir vu jusqu'ici. L'explication est simple. Au combat, la Légion emporte rarement. Parmi ceux de la Légion, je pense tout à coup à l'adjudant-chef Madère. Il est allemand d'origine, il a connu l'Afrique, Sidi Bel Abbès. En 14, bien qu'allemand, il ne veut pas quitter ses camarades. Volontaire pour la France. En 1916, sur la Somme, il aperçoit une mitrailleuse allemande prête à clouer sur place ceux qui attaquent. Il la contourne. Crie en allemand, rendez-vous, jetez vos armes. La surprise est telle que Madère prend non seulement la mitrailleuse, mais 7 canons lourds. En juin 1918, une balle lui fracasse l'épaule droite, on l'ampute. Il finira gardien-chef au château de Versailles. La Légion repartait toujours. Combien de fois on l'a entendu ce cri « En avant la Légion !» Combien de fois on les a vus, les légionnaires s'élancer à l'assaut de la tranchée d'en face, leur hache, comme on disait. Ceux qui sautent hors de la tranchée savent qu'ils ont à peu près une chance sur 2 d'être fauchés par les mitrailleuses allemandes. En avant la Légion! Ils y vont. Je voudrais vous dire un mot du colonel Rollet, le père de la Légion, comme on disait à l'époque. À chaque attaque à laquelle Rollet a participé, il est allé au feu sans armes. Il était dur, exigeant, mais comme il fonçait toujours le premier à la tête de ses troupes, que 100 fois on l'avait cru mort, son ascendant était immense. La guerre est finie. Le 14 juillet 1919, c'est le défilé de la victoire. Tous les corps défilent. Bien sûr, la Légion est là. Après l'armistice de 1918, la Légion va prendre sa part de l'occupation de l'Allemagne. Ceux qui disent maintenant « nous l'avons eu, votre Rhin allemand », sont des Suisses de la Légion, des Espagnols, des Américains, des Hollandais, des Turcs, des Égyptiens, des Arméniens de la Légion. Et depuis la fin de la guerre, des Russes en grand nombre, que suivront des Allemands nostalgiques de leur gloire perdue. Comme toujours, la Légion doit se suffire à elle-même. Tous les corps de métier y sont représentés, y compris les bouchers. Mais on a beau tuer le temps au bistrot, ni les parties de cartes, ni la lecture des journaux n'empêchent les légionnaires de rêver au jour où ils retrouveront l'Afrique. Alors, le commandement meuble, la Légion défile. Et quand il le faut, on fait donner le non moins légendaire Rollet. Mais oui, le revoilà. Lui aussi, il n'en peut plus de ce ciel gris, de la pluie et de la neige. Ce qu'il lui faut, c'est le soleil. Il va l'avoir. Au Maroc, Lyautey poursuit la pacification. Pendant la Grande Guerre, il a évité le pire, une rébellion qui aurait très bien pu intervenir pendant que les Français étaient occupés ailleurs. Mais en 1924, on ne parle plus au Maroc que d'un certain Abdelkrim. Son père, un notable du Maroc espagnol, a levé l'étendard de la révolte et l'année suivante, Abdelkrim
prend lui-même la tête des rebelles dans les montagnes du Nord, dans le Rif. En 1921, il écrase littéralement l'armée espagnole et bientôt il domine tout le Rif. En avril 1925, Abdelkrim attaque les garnisons françaises. Lyautey sait parfaitement qu'il ne s'agit pas d'une révolte éphémère que l'on réduira facilement. Ce qui commence, c'est une guerre. Il demande des renforts à Paris. Paris refuse. Un an après, quand Paris accepte d'envoyer des renforts, il est trop tard. C'est tout le Rif qui, derrière Abdelkrim, déferle sur le Maroc français. Une guerre, ça se prépare. La Légion le sait. Les légionnaires constituent des stocks de pain qui seront acheminés vers les postes plantés à travers le pays. Et partout s'établissent des camps où se rassemblent les tribus ralliées. Leurs chefs, en grand nombre, ont répondu à l'appel de Lyautey. Il les a traités comme des amis. L'honneur leur commande de répondre à la confiance d'un ami. Et Lyautey, en personne, veille à tout. Bref, on mobilise. On arme les partisans qui combattront à nos côtés. Et on appelle, bien entendu, la Légion. 2 bataillons d'Algérie viennent la renforcer. Et l'on se bat. La première grande ville qui ait été menacée, c'est Fès. Derrière ces remparts, elle semblait ne vouloir que la paix. Et l'on apprend que des tribus que l'on croyait définitivement acquises à la France sont passées à l'ennemi. En apparence, tout est semblable à hier. Mais demain, en fait, c'est la Légion qui va barrer la route de Fès. Elle va se battre sans trêve, ni répit. Dans un seul engagement livré au poignard et à la grenade, 4 officiers et 60 légionnaires ont péri. Mais Fès ne sera pas prise. Abdelkrim a perdu la partie. Ses partisans l'ont abandonné. Le 26 mai 1926, il viendra à cheval faire sa soumission. Pour renforcer les positions françaises, la Légion entreprend maintenant la construction de fortins. Elle trace un étonnant réseau de pistes qui un jour seront déroulées.